Alors, imaginez un peu la scène. On est le 20 février 2026 et là, c'est toute l'industrie mondiale du jeu vidéo qui retient littéralement son souffle, devant un simple mémorandum interne. Un truc publié par Satya Nadella, le grand patron de Microsoft. Ouais, le genre de mémo qui fait trembler les murs, quoi. C'est exactement ça. Parce que Phil Spencer, qui est quand même une figure tutélaire, on parle de 38 ans de maison, dont 12 passés à incarner la division jeux vidéo de Xbox, eh bien, il annonce son départ. Et c'est là que ça devient fou, parce que tout le secteur s'attendait logiquement à ce que Sarah Bond, qui était sa dauphine naturelle, reprenne les rênes. Enfin, c'était la suite évidente pour tout le monde. Bah oui, c'était écrit. Mais le mémo révèle qu'elle quitte l'entreprise en même temps que lui, et à la place, il y a un seul nom qui apparaît pour prendre le contrôle total de ce mastodonte. Asha Sharma. Et c'est un mouvement qui a instantanément figé toute la sphère technologique. Pour cette plongée d'aujourd'hui, on va se baser principalement sur le portrait hyper fouillé que la série Boss Ladies de Block News lui a consacré. Et franchement, quand on lit ça, on comprend vite pourquoi c'est un tel choc. Grave, parce qu'on parle de confier un empire de 500 millions d'utilisateurs, un empire qui inclut Xbox, Bethesda et l'énorme machine Activision Blizzard. Et on donne ça à une dirigeante de 37 ans. 37 ans, ouais. Et dont le dernier poste, faut le rappeler, consistait à piloter les produits d'intelligence artificielle de Microsoft. Elle n'a absolument aucune expérience directe dans la création de jeux vidéo. C'est ça le truc dingue. C'est vraiment plus qu'un simple changement de direction. C'est clair. Pour utiliser une image, c'est un peu comme si on remplaçait le chef d'orchestre d'une symphonie par l'ingénieur en bâtiment qui a conçu l'acoustique de la salle de concert. Tu vois l'idée ? Ouais, l'analogie est parfaite. D'accord, décortiquons tout ça parce qu'avant d'essayer de comprendre pourquoi Satya Nadella a fait ce choix, faut qu'on regarde le profil de cette femme. Parce qu'elle prend vraiment un malin plaisir à fracasser tous les stéréotypes de la Silicon Valley. Oh que oui. Faut complètement oublier le mythe classique de l'étudiante prodige de Stanford qui lève des millions dans un garage en Californie. C'est pas du tout son histoire. Pas du tout. Elle vient de Racine dans le Wisconsin. Pour ceux qui visualisent pas, c'est une ville très industrielle, très ouvrière sur les rives du lac Michigan. On est très très loin du côté glamour de la tech. Et son premier contact avec le monde professionnel, elle a 17 ans et ça se fait vraiment sur le terrain, chez S.C. Johnson. Attends, S.C. Johnson, c'est bien le fabricant mondial de produits d'entretien ? Bah ouais, exactement. Les produits pour nettoyer la maison. Et en fait, c'est pas juste une anecdote amusante pour briller en société, genre regarder d'où elle vient. Ce passage par les produits d'entretien, c'est juste fondamental pour comprendre toute sa méthode de travail par la suite. Comment ça ? Quel est le lien avec la tech ? Chez S.C. Johnson, elle n'était pas là à théoriser des algorithmes complexes derrière un écran. Elle observait la manière dont les familles interagissaient avec des objets du quotidien. Comment on nettoie une cuisine, comment on gère les tâches d'un foyer. Ah, d'accord, donc vraiment l'analyse des besoins à la base de la base. C'est ça. Elle a appris à décortiquer des besoins très, très terre à terre. Et ça tranche complètement avec beaucoup de dirigeants de la tech aujourd'hui qui espèrent toujours avoir une espèce de fulgurance créative, un éclair de génie. Elle, son approche, elle repose sur une structuration ultra méthodique. Elle construit ses solutions couche par couche. En observant d'abord la réalité du terrain. Et ce qui me fascine là-dedans, c'est la façon dont cette approche méthodique, en fait, elle imprègne absolument toute sa vie. Genre, on apprend dans une ancienne interview qu'elle a donnée en 2025 qu'elle est ceinture noire 2e dan de taekwondo. Oui, j'ai vu ça. Et la citation qu'elle donne à ce moment-là, elle résonne tellement avec ce qui se passe aujourd'hui. Exactement. Elle dit, je cite, « La discipline est plus mentale que physique ». Et ça, c'est vraiment le fil rouge de tout son parcours. Cette discipline mentale, tu la retrouves partout. Dans sa formation à la Carleton School of Management, puis dans ses passages chez des géants super traditionnels comme Cargill ou Deloitte. Ouais, des entreprises qui rigolent pas avec la structure, quoi. Absolument. Et on le voit aussi dans sa capacité à structurer des projets sociaux. Parce qu'elle n'a pas fait que du business, elle a fondé le centre A-List à Brooklyn Park pour accompagner des adolescents en difficulté. En fait, c'est pas quelqu'un qui se contente juste d'avoir de bonnes idées. C'est quelqu'un qui crée les cadres rigides pour que ces idées ne s'effondrent pas à la première secousse. D'accord. Je comprends totalement l'aspect structuré, l'architecte, tout ça. Mais honnêtement, quand tu regardes son CV purement professionnel, il y a quand même de quoi être pris de vertige. On ne parle pas du tout d'une lente ascension en interne où elle a gravi les échelons tranquillement pendant 20 ans. Ah non, c'est une fusée. Mais carrément. En 2013, elle a à peine 23 ou 24 ans et elle est déjà nommée Chief Operating Officer, directrice de l'exploitation chez Posh Group. À 23 ans, c'est juste délirant. Mais c'est ça.
Et pour clarifier, pour ceux qui nous écoutent, être CEO à ce niveau, ça veut dire qu'elle gérait pas juste une petite équipe de stagiaires. Elle pilotait l'ingénierie, les ventes, le produit, et elle préparait carrément l'entreprise pour son entrée en bourse. À un âge où, franchement, la plupart des gens cherchent encore leur voie et essaient de valider leur master. C'est clair. Et le truc, c'est qu'au lieu de s'installer dans ce confort une fois qu'elle a réussi ça, elle cherche systématiquement à augmenter l'échelle de complexité. C'est ça qui intéresse Microsoft. Elle passe au niveau supérieur, quoi. Exactement. En 2017, bim, elle arrive chez Meta en tant que vice-présidente produit et ingénierie. Et là, le terrain de jeu devient monumental. Elle gère des plateformes comme Messenger et Instagram Direct. Ouf, ouais, c'est des milliards d'utilisateurs. Voilà, on parle d'infrastructures qui doivent supporter les messages de la moitié de la planète chaque jour, en temps réel, sans la moindre latence et surtout sans jamais s'effondrer sous le poids des données. C'est de l'ingénierie de très très haute voltige. Et ensuite, elle s'arrête pas là. Elle passe chez Instacart en 2021, à nouveau comme directrice de l'exploitation. Là, elle gère un P&L, un compte de résultat pour être précis, de plus de 30 milliards de dollars. Rien que ça. Elle restructure toute la logistique des livraisons de courses à l'échelle nationale aux États-Unis et elle mène encore une autre introduction en bourse. Et enfin, en 2024, c'est le grand saut chez Microsoft pour devenir présidente des produits Core AI. La division qui a tout changé récemment. C'est ça. Concrètement, elle supervise des monstres techniques comme Azure AI Studio ou Copilot. En gros, c'est l'infrastructure même qui permet aux développeurs du monde entier d'utiliser l'intelligence artificielle au quotidien. C'est le moteur sous le capot. C'est un CV de bâtisseuse de systèmes géants. Ouais, mais là, il faut vraiment qu'on s'arrête une seconde. Parce que j'ai une objection. Et il y a une contradiction colossale qui saute aux yeux. Je sens que tu vas parler de jeux vidéo. Bah oui, je veux bien que son CV soit impressionnant. Mais diriger la logistique complexe de livreurs de courses chez Instacart ou optimiser l'envoi de mèmes et de vidéos de chats sur Messenger, ça n'a strictement rien à voir avec la création de mondes virtuels comme The Elder Scrolls, Doom ou Halo. C'est pas la même industrie, ça, c'est sûr. Le jeu vidéo, à la base, c'est de l'art. C'est de la culture, c'est de l'émotion pure, de la narration. C'est pas juste un problème d'acheminement mathématique de paquets de données d'un point A à un point B. C'est une objection parfaitement légitime. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que pense une grande partie des joueurs et des créateurs de studios en ce moment même sur les réseaux sociaux. Mais pour comprendre ce choix, en fait, faut chausser la lunette de Satya Nadella. Comment lui voit la chose alors ? Pour le grand patron de Microsoft, aujourd'hui, Xbox n'est plus un simple fabricant de jouets ou de grosses boîtes en plastique qu'on met sous la télé. C'est devenu une guerre de distribution globale. L'ennemi principal de Xbox aujourd'hui, dans leur vision, ce n'est plus seulement PlayStation ou Nintendo. Ah bon ? C'est qui alors ? C'est Netflix, c'est TikTok, c'est YouTube. C'est littéralement n'importe quelle application ou plateforme qui capte le temps libre et l'attention des individus. C'est la fameuse économie de l'attention. Ah, je vois. Donc, si je te suis bien, le défi de Microsoft aujourd'hui, c'est plus seulement de savoir comment fabriquer le meilleur jeu vidéo avec la meilleure histoire, mais comment s'assurer que ce jeu atteigne 1 milliard de personnes de manière ultra fluide sur n'importe quel écran. Exactement. Et c'est là que le profil de Sharma prend tout son sens. Son talent spécifique, c'est pas d'écrire des scénarios poignants pour le prochain Fallout. Son expertise unique, qu'elle a forgée chez Meta et Instacart, c'est de prendre une activité spécifique, que ce soit commander des avocats ou générer un texte avec une IA, et de la transformer en une habitude quotidienne, invisible et indispensable pour des milliards d'humains. D'accord. Elle gère l'habitude à grande échelle. Voilà. Gérer Xbox à l'échelle où Microsoft l'envisage aujourd'hui, ça demande une maîtrise chirurgicale des systèmes, des serveurs cloud, de la bande passante et des algorithmes de rétention de l'attention. Et ça, c'est son domaine absolu. C'est fascinant vu comme ça. Mais en même temps, Nadella ne recruterait pas une spécialiste de la restructuration systémique radicale si la maison Xbox ne brûlait pas un peu, non ? Ah bah y a le feu au lac, comme on dit. Grave. Parce que quand on regarde les chiffres de cette année 2026, l'empire Xbox semble souffrir d'une forme de schizophrénie assez profonde. D'un côté, sur le papier, c'est la domination absolue. On parle de 500 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Ce qui est gigantesque. Énorme. Le service d'abonnement, le fameux Game Pass, a généré 5 milliards de dollars lors de la dernière année fiscale. Et bien sûr, il y a toujours l'ombre gigantesque de cette acquisition titanesque d'Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars. Ouais, l'accord du siècle qui a fait couler tellement d'encre. C'est ça. Cet accord a fait tomber des franchises comme Call of Duty, World of Warcraft ou Candy Crush directement dans leur giron. Aujourd'hui, la division contrôle plus de 40 studios de développement majeurs. C'est un rouleau compresseur.
Ça, c'est les chiffres brillants qu'on affiche fièrement aux investisseurs lors des réunions trimestrielles. Mais la réalité opérationnelle sur le terrain est beaucoup, beaucoup plus sombre. Et c'est précisément là qu'Asha Sharma intervient. Qu'est-ce qui coince concrètement? Si on regarde le dernier trimestre, les ventes de consoles Xbox physiques ont plongé de 32%, c'est une chute libre. Et les revenus globaux de la division gaming ont chuté de 9%. Ouch. Et le pire, c'est le Game Pass. Ce service qui devait être le Netflix du jeu vidéo, qui devait croître à l'infini, il semble avoir atteint un plafond de verre. Il est gelé autour de 34 millions d'abonnés depuis une éternité. La croissance s'est arrêtée. Et humainement, faut en parler, c'est un véritable bain de sang industriel. Il y a eu plus de 2500 licenciements récents chez Xbox. Et surtout, des décisions qui ont traumatisé la communauté des joueurs et des développeurs. Tu penses aux fermetures de studios. Oui, je pense à la fermeture pure et simple de studios artistiquement très respectés, genre Arkane Austin ou Tango Gameworks. Les mecs avaient sorti des jeux acclamés par la critique, comme Hi-Fi Rush, et du jour au lendemain, on met la clé sous la porte. Comment on explique un crash pareil alors qu'ils viennent de racheter la moitié de l'industrie? Le problème fondamental, c'est une perte totale d'identité. Et paradoxalement, c'est causé par leur propre stratégie. Pendant des années, Microsoft a martelé un message au public. Il disait, en gros, vous n'avez plus besoin d'acheter une console Xbox pour jouer à nos jeux. Vous pouvez y jouer sur PC, sur votre téléphone en cloud, ou même via une application sur votre télévision connectée. L'approche écosystème ouvert, quoi. C'est ça. Sauf que la conséquence logique de ce message, c'est que les consommateurs ont tout simplement arrêté d'acheter la console. Bah oui, pourquoi acheter une machine à 500 balles si j'ai l'appli sur ma télé? Exactement. En voulant effacer les frontières physiques de leur écosystème pour être absolument partout, ils ont dilué leur propre marque. Et pendant qu'ils se cherchaient cette nouvelle identité, la concurrence a raflé la mise, PlayStation a maintenu son écosystème bien fermé, bien classique, et aujourd'hui, il capte environ 67% des revenus liés au contenu sur console. C'est une claque monumentale. Et cette perte de repères, cette dilution, ça explique la violence de certaines réactions suite à la nomination de Sharma. Les réactions ont été assez épidermiques, oui. L'une de nos sources rapporte une citation de Seamus Blackley. Et pour le contexte, Seamus, c'est pas n'importe qui, c'est le créateur de la toute première console Xbox au début des années 2000. C'est un des pères fondateurs. Et il n'y est pas allé de main morte. C'est le moins qu'on puisse dire. Il a qualifié l'arrivée d'Asha Sharma de, je cite, médecin de soins palliatifs, en suggérant, en gros, qu'elle est juste là pour gérer la mort clinique de la console en douceur. Alors attention, c'est super important de préciser qu'on ne valide pas du tout cette opinion, on ne prend pas parti ici. On rapporte juste ses propos publiquement pour illustrer à quel point l'ambiance est électrique dans le milieu. Bien sûr, et c'est un diagnostic ultra sévère de la part de Blackley. Mais au fond, ça capte parfaitement l'angoisse ambiante. Pense-y 2 secondes. On nomme une spécialiste de l'intelligence artificielle et de l'optimisation logistique à la tête d'un département culturel qui souffre. Et ça, pile au moment où l'industrie entière est terrifiée à l'idée de voir l'IA remplacer les développeurs, les artistes et les scénaristes pour faire des économies d'échelle. C'est la panique. Tout le monde s'est dit qu'elle allait automatiser la production de jeux, générer des quêtes paria, virer les auteurs, tout ça pour rentabiliser l'acquisition colossale d'Activision. Qu'elle allait remplacer la création humaine par des tableaux Excel et des algorithmes. C'était la crainte numéro 1. Mais c'est là que ça devient fascinant. Parce que le profil publié par Block News révèle un détail super intime qui vient complètement casser cette image du robot optimiseur sans âme. Ah oui, le fameux livre de chevet. Voilà. Bien avant d'être nommée à la tête du jeu vidéo, on découvre que le livre qu'elle relit sans cesse, son livre préféré, c'est le roman Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow de Gabriel Zevin. Et pour ceux qui connaissent pas, faut vraiment expliquer pourquoi c'est un détail qui tue. Ce roman, ça parle pas du tout de logistique, d'IA ou d'introduction en bourse, ça explore la relation super complexe entre 2 créateurs de jeux vidéo sur plusieurs décennies. Exactement. Et le cœur thématique de ce livre, c'est précisément la friction super douloureuse et parfois même destructrice entre la volonté de faire de l'art pur d'un côté et les exigences impitoyables du commerce et des éditeurs de l'autre. C'est un livre sur l'âme de la création vidéoludique. Donc le fait qu'une experte en intelligence artificielle, qui vient de la tech pure et dure, lise et relise ce texte, ça prouve qu'elle n'ignore pas du tout l'aspect viscéral et émotionnel de cette industrie. Ça prouve qu'elle comprend les enjeux humains derrière le code. Et ça éclaire d'une lumière totalement différente le fameux mémorandum qu'elle a publié en prenant ses fonctions. Ah, ce mémo. Toute l'industrie s'attendait à lire un plan massif d'automatisation et de synergie froide. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle lâche une phrase qui a littéralement embrasé Internet.
Elle écrit « Nous ne poursuivrons pas l'efficacité à court terme ou n'inonderons pas notre écosystème de contenu IA sans âme ». Et la version originale en anglais claque encore plus. « No soulless AI slop ». Et le choix des mots est hyper important. Utiliser le terme slop dans la culture Internet d'aujourd'hui, ça désigne spécifiquement ce contenu généré automatiquement de basse qualité, sans aucune inspiration qu'on voit pulluler sur les réseaux. En utilisant ce mot précis, elle montre qu'elle parle le langage de la communauté. Elle comprend leurs craintes. Elle désamorce la bombe, quoi. Totalement. Et elle articule son plan de sauvetage autour de 3 axes qui prennent l'industrie à revers. Le premier axe s'intitule simplement « Great Games », les grands jeux. Et sa doctrine interne concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle a fuité avec une formule brillante. Elle dit « l'IA doit être un pinceau, pas un peintre ». Alors là, je vais jouer l'avocat du diable ou le sceptique de service. Vas-y. C'est très beau, c'est très poétique sur le papier. Le pinceau, le peintre. Mais la réalité, c'est qu'elle vient littéralement de passer des années à construire l'infrastructure IA de Microsoft. C'est elle qui a fabriqué les moteurs de génération avec Copilot. Venir dire aujourd'hui devant les joueurs qu'elle ne va pas s'en servir pour réduire les coûts massifs de développement des jeux à AAA, ça ressemble quand même pas mal à un magnifique bouclier de relations publiques, non? On pourrait carrément le penser. C'est la réaction cynique naturelle. Mais stratégiquement parlant, c'est un coup de maître. Faut bien écouter ce qu'elle dit. Elle ne dit pas qu'elle n'utilisera pas l'IA. Elle serait folle de s'en priver. En disant un pinceau, pas un peintre, elle définit des limites très claires. Comment ça se traduit dans les studios IA? Elle rassure les équipes en affirmant que l'outil technique, l'IA, servira à optimiser les tâches super laborieuses du développement. Le débogage du code, la génération de textures de fond sur des kilomètres carrés de map, la compilation. L'idée, c'est de libérer du temps. D'accord, l'IA fait les corvées. Voilà. Mais la décision créative, l'écriture de l'histoire, le design des personnages, la résonance émotionnelle globale du jeu, tout ça doit rester strictement humain. Le peintre reste humain. En tant que première dirigeante qui est native de l'IA à prendre ce poste, formuler explicitement ce rejet de la machine créatrice, ça désamorce complètement la bombe politique qui menaçait d'exploser avec les syndicats de développeurs et avec les joueurs. Tu sais à quoi ça me fait penser, Dio? C'est exactement l'analogie de la haute gastronomie. Ah! C'est-à-dire? Imagine les cuisines d'un grand restaurant 3 étoiles Michelin. Utiliser un mixeur robotisé ultra performant, une machine à la pointe de la technologie pour obtenir une sauce avec une texture absolument irréprochable et gagner du temps. C'est normal, c'est devenu le standard. Ça, c'est le pinceau. Mais à la fin de la journée, c'est le chef humain qui invente la recette, qui trouve l'équilibre des saveurs, et c'est lui qui crée l'émotion quand tu goûtes le plat. Le robot ne remplace pas le génie créatif du chef, il l'assiste juste dans l'exécution. C'est une excellente métaphore, absolument. Et d'ailleurs, pour filer cette métaphore de la restauration jusqu'au bout, le mouvement politique le plus intelligent de son plan de réorganisation, c'est la nomination de Matt Booty. Au poste de Chief Content Officer, ouais, le CCO. Exactement. Si on reprend ton hommage, si Asha Sharma est la directrice des opérations implacables, qui gère la chaîne d'approvisionnement mondiale, les finances et l'architecture des cuisines en coulisses, Matt Booty, lui, c'est le directeur de salle, le maître d'hôtel respecté. Parce qu'il a le bagage historique. 30 années d'expérience dans le jeu vidéo. Il connaît tout le monde. Il parle le langage intime des créateurs. Il connaît les recettes historiques. Il sait comment parler aux boss des studios de Bethesda ou d'Activision sans les brusquer. Du coup, c'est vraiment un duo pensé spécifiquement pour la crise actuelle. Elle arrive pour gérer la structure des 25 prochaines années, les systèmes, les nouveaux modèles économiques pour les créateurs, et même le retour de la marque Xbox physique, parce que c'est ces 2 autres axes stratégiques dans le mémo, Return of Xbox et Future of Play. Tout à fait. Elle reconstruit les fondations. Et pendant ce temps, lui, Matt Booty, il est là pour garantir que l'âme artistique de la division Xbox ne se perd pas dans les méandres de la logistique et de l'optimisation. Il est le garant de la culture. Et cette complémentarité, c'est vraiment la clé de voûte de la nouvelle stratégie de Microsoft. Et en fait, ça illustre parfaitement pourquoi le cas d'Asha Sharma est une leçon qui dépasse très, très largement le seul petit monde des consoles de jeux. Tu veux dire sur le monde du travail en général, hein? Ouais, sur la vision du leadership. Ce qu'on observe avec cette nomination, c'est une évolution brutale de ce qu'est le leadership moderne de haut niveau. Pendant des décennies, on a pensé qu'il fallait absolument passer sa vie entière dans une seule et même industrie pour être légitime à la diriger, qu'un patron de l'automobile devait avoir commencé en montant des pneus.
Et aujourd'hui, les règles ont changé. Complètement. Aujourd'hui, face à des écosystèmes mondiaux qui sont tous interconnectés, maîtriser la science des systèmes complexes, comprendre comment la logistique pure, l'intelligence artificielle et les mécanismes d'attention humaine interagissent entre eux, ça s'avère souvent beaucoup plus déterminant qu'une simple expertise de niche dans un seul produit. C'est vraiment le triomphe de l'architecte structurel sur le spécialiste. Ce qui soulève une interrogation quand même vertigineuse pour clore notre analyse d'aujourd'hui. Dans le jeu vidéo, et même dans la tech en général, on a toujours idolâtré l'image du dirigeant fan, tu vois, le puriste, passionné, qui a grandi avec une manette entre les mains, qui transpire la culture geek et qui crée ou vend des produits juste parce qu'il les aime viscéralement. L'archétype du passionné, oui. Mais si la personne qui est aujourd'hui considérée comme la mieux équipée pour sauver une culture aussi passionnelle et parfois toxique que celle du jeu vidéo, si cette personne est une spécialiste des algorithmes et de la livraison de courses, qui aborde toute l'industrie comme une immense équation systémique à résoudre, est-ce que ça veut dire que c'est la fin définitive de l'ère des dirigeants artistes? C'est la grande question. Est-ce que l'avenir de nos divertissements culturels appartient désormais définitivement à ceux qui savent construire les tuyaux et l'infrastructure de distribution, plutôt qu'à ceux qui, au départ, composent la musique et écrivent l'histoire? En tout cas, c'est une réflexion qui risque de hanter beaucoup de conseils d'administration dans les années à venir, et bien au-delà de la sphère technologique. L'art contre le système, c'est que le début. Et la question reste totalement ouverte pour ceux qui nous écoutent. Merci d'avoir suivi cette plongée au cœur des dynamiques de pouvoir et des systèmes qui sont en train de redéfinir nos mondes virtuels. À très bientôt pour une nouvelle analyse.